On va écouter Sylvanus 2 ans avant la proclamation de l'indépendance, quand il allait à New York et il est passé par Paris. On l'écoute. Je suis de passage à Paris. Je me rends à New York pour assister aux débats qui vont se dérouler sur l'avenir du Togo. Et comme vous le savez peut-être, il y a eu des négociations ici le mois dernier. Donc c'était plutôt en septembre dernier. Et à la suite de ces négociations, il y a eu un communiqué. Et sans doute, vous avez vu dans les communiqués qu'une date de l'indépendance du Togo a été arrêtée. C'est pour cette raison que vous vous rendez à New York? Je vais à New York pour assister au débat qui certainement sera un débat sur l'avenir du Togo. Ça veut dire la France certainement posera la question de l'abrogation de l'accord de tutelle. Et nous aimerions que l'abrogation des tutelles coïncide avec la déclaration de l'indépendance du Togo. Je vais à New York, comme je vous ai dit, pour assister à ces débats. Ces débats qui commencent le 3 novembre. Exact. Les débats commencent le 3 novembre. Est-il indiscret de vous demander de quelle manière vous envisagez ensuite les rapports entre la France et le Togo? Voilà, là vous me posez une question qui sera tranchée non pas par les gouvernements ou pour moi-même, mais par l'Assemblée territoriale, ça veut dire notre Assemblée législative. Et ceci, ce sera pour plus tard? Ça sera certainement plus tard. Merci, Monsieur le Président. Et quoi, madame? Merci. Juste pour la veille de cette commémoration, pour vous montrer comment nos grands-pères, tous ces gens qui se sont battus, se sont vraiment battus pour l'indépendance. À l'époque, vous imaginez ce qu'était l'aviation et tout ça, faire le tour du monde, aller faire des plaidoyers à New York, passer par Paris, aller en Allemagne. Et donc, ce grand homme-là, il faisait tout ça pour le bien du Togo. Et après, il a été assassiné par des gens qui n'ont participé à aucune lutte pour l'indépendance du Togo. Et ces gens-là ont bradé après cette indépendance-là jusqu'à ce jour, 66 ans après. 66 ans après, nos richesses ne sont pas entre nos mains. 66 ans après. Sylvanus s'est battu pour le Togo. Sylvanus s'est battu pour le port autonome de Lomé. On l'oublie trop souvent. Le port autonome de Lomé où les gens ramassent l'argent et deviennent des milliardaires. Le port autonome de Lomé qu'on avait bradé à Bolloré, aujourd'hui à MSC. Sylvanus s'est battu pour la construction du port autonome de Lomé, contre l'avis de la France, parce que la France voulait que le Togo dépende du port de Cotonou. La France ne voulait pas qu'on construise un port à Lomé. La France avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, Sylvanus a dû solliciter les Allemands pour construire ce port-là. Il a posé la première pierre. Le port de Lomé était en construction quand il a été tué. Et c'est ce port-là aujourd'hui qui sert aujourd'hui de caisse d'argent pour ceux qui sont au pouvoir et qui n'ont jamais lutté pour l'indépendance, qui leur permet d'avoir des milliards pendant que le peuple souffre. Sylvanus s'est battu pour la monnaie CFA. Il avait déjà signé le désengagement du Togo du CFA. Il avait signé la création de la monnaie togolaise quand il a été assassiné. Sylvanus a construit des infrastructures qui sont encore aujourd'hui visibles et qui tiennent debout. L'hôtel Le Bénin, aujourd'hui, qui est juste la présidence, le palais de la Marina, c'est en 1 an et demi qu'on a construit cet hôtel-là pour organiser les festivités du 27 avril 1960 pour accueillir les délégations. Et c'est un hôtel qui tient debout. Et pour la construction de cet hôtel-là, on a sollicité beaucoup d'artisans à l'intérieur du pays. On a sollicité des artisans depuis Dany, on a sollicité des artisans dans le Grand Cloto, des gens qui ont fabriqué des lits, qui ont fait des masques, qui ont fait des œuvres d'art, qui sont dans cet hôtel. Donc, pour la construction de cet hôtel-là, le président Sylvanus a fait travailler des Togolais, les artisans togolais, pour cet hôtel. Le président Sylvanus a fait construire le premier barrage hydroélectrique, le barrage de Kwime, avec la Yougoslavie. À l'époque, le président Tito était au Togo. Et ils ont construit ce barrage-là, qui jusqu'à ce jour n'est pas souvent entretenu. Et pourtant, ce barrage-là, on aurait pu l'entretenir, peut-être même construire un second barrage un peu plus bas pour en faire un deuxième, pour donner plus d'électricité. C'est ce barrage qui alimentait pendant longtemps le camp RT et une partie de la ville de Palimé. Et ce barrage est toujours fonctionnel. Et à l'époque,
Sylvanus avait déjà fait des réunions avec le gouvernement du Bénin pour le barrage d'Akosombo. Je vous ai passé la vidéo ici quand Sylvanus parlait du barrage d'Akosombo. Le barrage d'Akosombo que vous voyez, c'était déjà un projet qui était dans les tuyaux. Après, ils avaient envisagé des petits barrages sur des fleuves qui sont à l'intérieur du pays pour une autonomie énergétique de plusieurs villes. Par exemple, le fleuve, comment s'appelle ça, Loti, à Dapaon là-bas, ils avaient déjà imaginé un petit barrage sur Loti pour avoir un peu de mégawatts pour alimenter la ville, les villes qui sont là-bas. Il y avait d'autres fleuves qui étaient dans le projet où on devait faire des petits barrages hydroélectriques. Et puis après, si ce n'était pas suffisant, il faut recourir à l'énergie fossile. Mais aujourd'hui, il n'y a que ces 2 barrages-là qui tiennent. Et donc, on a quand même des courants d'eau, mais depuis 60 ans, les Gnassingbé n'ont jamais fait d'autres barrages que ce qui avait été fait pendant l'indépendance. Les hôtels, bon, Eyadema, avec le boom phosphatier, a conçu le 2 février, a conçu Sarakawa et tout ça. Et finalement, le 2 février et le Sarakawa sont les seuls hôtels qui tiennent aujourd'hui. L'hôtel de la paix est tombé en rue. Depuis 21 ans que Fon Gnassingbé est là, il n'a construit aucun hôtel. À part au Nomo qu'ils ont fait avec leurs amis, il n'a construit aucun hôtel. Aujourd'hui, quand les gens viennent au Togo, on loge tout le monde au 2 février là-bas avec leur tapis bizarre que j'ai toujours décrit là. Chaque activité, ils mènent au 2 février. Depuis 21 ans, Fon n'a pas sorti de terre un seul hôtel de haut standing pour le Togo. Et il n'y a pas une structure pour accueillir les grandes conférences. Rien du tout. Aucune infrastructure. Rien du tout. Absolument rien. 21 ans. 21 ans au pouvoir. Aucune structure digne de ce nom. Pas de centre culturel, pas de musée, pas de palais de sport. Il n'y a rien. Pas de centre artisanal. Absolument rien. 21 ans au pouvoir. Disons que Eyadema a fait sa part. Eyadema, lui, quand il était là, à sa décharge, quand de l'argent est rentré dans les caisses de l'État, il a conçu le 2 février, il a conçu le Sarakawa, il a conçu l'hôtel de la paix. Mais fort depuis 21 ans, qu'il est au pouvoir, donc il a déjà dépassé la moitié du règne de son père. Il n'a construit aucune infrastructure d'accueil de grands événements au Togo. Aucune infrastructure d'accueil de grands événements au Togo. Aucune. S'il y en a, citez-moi un seul. Il n'y a aucune infrastructure de haut standing pour accueillir des gens. Rien du tout. Absolument rien. Rien du tout. Aucun centre culturel. Pas de musée, rien, absolument rien. Ça, c'est ça. Nos richesses, il les a données aux étrangers. Le port autonome de Lomé à Bolloré, maintenant à MSC, les phosphates aux Israéliens qui les exploitent, le clinker aux Indiens, le marbre à un groupe de voyous, là, eux aussi ils ont disparu, le manganèse de Nayega, je ne sais pas quel groupe l'a eu. Donc, il a passé 21 ans à brader toutes les richesses du pays aux étrangers. Et pourtant, ce sont des richesses qui sont épuisables. Les mines, ce sont des ressources épuisables. J'ai lu la semaine passée la Côte d'Ivoire qui a pris une très, très, très bonne décision à l'image des pays de l'Europe du Nord. La Côte d'Ivoire a créé un fonds comment on appelle ça? Un fonds de souveraineté pour les générations futures. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont compris que il faut préserver les générations futures. Ce qu'on est en train d'exploiter aujourd'hui, ça va finir demain, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, que ce soit les mines. Donc, la Côte d'Ivoire a décidé de créer un fonds souverain pour les générations futures. Au Togo, est-ce qu'on a un fonds souverain? Au moins, on peut créer un fonds souverain dans lequel on met une partie des richesses minières. C'est ce que la Côte d'Ivoire veut faire. Donc, le clinker, le phosphate, l'or, le manganèse, le fer, on met une partie, peut-être 5%, on met ça dans ce fonds souverain, de manière à ce que demain, si le pays est en difficulté, les générations futures ont de l'argent, parce que ces mines vont s'épuiser. Donc, la Côte d'Ivoire vient de le faire. Ça veut dire que les gens qui sont là-bas, ils pensent à l'avenir. Au Togo, les dirigeants, ils pensent remplir leurs poches. Et vous allez voir tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fête de l'indépendance. Il n'y a pas d'électricité au Togo, 66 ans après. Et Zomoulo, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien du tout. Si le Ghana ne nous donne pas, si la Côte d'Ivoire et si le Nigeria ne nous donne pas, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. 66 ans après les indépendances. Et pourtant,
ceux qui ont eu l'indépendance en 1960, ils ont compris que l'énergie est la source de développement. Ils ont créé le barrage de Kwime. Ils ont lancé le projet de Nangbeto. Ils avaient d'autres projets avant de mourir. Et depuis qu'eux, ils sont là, ils n'ont rien fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des mal, lui, au moins, il a construit les hôtels. Fort, lui, il est là. Rien du tout. C'est toujours l'hôtel de février. Dès que quelqu'un arrive, même les artistes, les gens bizarres là, dès qu'ils arrivent, 2 février, et puis les gens, les influenceurs, les gens prennent des photos là-bas et puis ils nous narguent, ils disent oui. Donc, si Yadema n'avait pas construit le 2 février, si Yadema, à sa décharge, n'avait pas construit le 2 février, donc, depuis 20 ans que Fort est là, il n'y aura même pas un bâtiment qui va pousser comme ça au Togo. Il n'y aura rien. Rien ne va pousser comme ça au Togo. Absolument rien. Et vous ne voyez pas la gravité. Vous ne voyez pas la gravité des faits. Vous ne voyez pas que c'est grave ce qui est en train de se passer. Donc, nous sommes à la veille des indépendances. C'est un désert d'infrastructures. Les routes sont calamiteuses. Les routes sont tellement calamiteuses que Fort veut aller inaugurer, je ne sais pas s'il a fait finalement, un petit bâtiment au camp GP. Voilà comment on goudronne les rues au Togo pour permettre à Fort de passer, pour qu'il n'y ait pas de la poussière. On va regarder ce qui se passe là-bas au camp GP. Combien de jours vous avez dit Togo, ni quoi, ni glolo, ni quoi, glolo. Nous allons toujours quand j'ai payé, après quand j'ai payé. Quand tu me bleu pour ouais, on a dit le Togo. Hein? Oh. Ah. Voilà. Ça, c'est un moment. Ils ont passé un catapult. Pardonne pas. Et ils ont mis du gravillon parce que Fort devait venir, ou bien je ne sais pas qui va aller là-bas. Une autorité doit aller inaugurer un bâtiment au camp GP là-bas. Donc, toute la nuit, au camp GP là-bas, ils ont passé les catapillars tout autour. Ils ont fait les clôtures qui étaient abandonnées. Ils ont monté les clôtures et ils ont versé ça. Et ça, c'est une source de maladie. Ça, c'est même plus grave. Parce que dès qu'il va pleuvoir, l'eau va aller dans les maisons. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça le Togo, hein? 66 ans après les indépendances. Et nous, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le replâtrage, le rafistolage, le pati-pati. Ça, ce n'est pas du développement. Ça, c'est de l'irresponsabilité. En pleine capitale, ils font ça. Et les gens vont te dire, ça là, c'est mieux que rien. Et ça, c'est la maladie qu'ils provoquent pour les voisins. C'est ça, Lomé. 60 ans après, 66 ans après les indépendances. Et ils ont fait ça dans le quartier à Goué là-bas pour qu'une autorité passe là-dessus sans poussière pour aller inaugurer je ne sais pas quel bâtiment au camp GP. C'est ça le développement au Togo. Je ne sais pas si la rédaction a l'échangeur de témoins. On va regarder l'échangeur de témoins. Si la technique a l'échangeur de témoins, vous allez regarder, vous allez voir ce qu'on appelle infrastructure. Vous allez regarder ce qu'on appelle infrastructure à côté de nous, hein, où il y a les autoroutes, les routes en l'air, les routes en bas, les tunnels, tout ça. À côté de nous, dans un pays, là, c'est la frontière. Vous allez voir. Vous allez voir tout à l'heure. It's a beautiful view. Voilà l'échangeur de témoins. Voilà l'échangeur de témoins. Témoins Runabout. Avant, c'était un petit échangeur. Cela a été agrandi plusieurs fois. Ça, c'est à l'entrée de Téma. Et une partie va au port, une autre partie va vers la ville de Téma, et puis après, vous arrivez à Accra. Ça, c'est l'échangeur de Téma. Vous imaginez ça? Il y a des tunnels, il y a les voies qui passent en haut, ceux qui passent en bas, tout. Nous sommes au Ghana, hein, un pays voisin, hein, où les frontières sont collées là. Ça, c'est l'échangeur de Téma. Je ne sais pas si en 100 ans, on pourra faire ça au Togo avec ces gens-là. Ça, c'est l'échangeur de Téma. On ne parle pas encore d'autres échangeurs qui sont à Accra et tout ça, d'autres qui sont sur la voie de Koumassi et tout ça, les autoroutes et tout ça. Ça, c'est juste l'échangeur de Téma. Nous, quand on allait à Accra, quand on était tout petit, avant de prendre le motorway, il n'y avait pas encore cet échangeur. Donc, chaque président qui est passé a ajouté sa touche. Il y avait
je ne sais pas, c'est Kufuor non, il y avait dans un premier temps Tamis, John Mahama, et puis après le président Nana Akufo-Addo. Chacun est allé négocier des financements pour agrandir cet échangeur-là, pour faire de cet échangeur ce qu'il est devenu aujourd'hui, pour faciliter la fluidité de la circulation. Temabe, échangeur Réwan. Il est quoi, hein? Voilà, actuellement, à l'heure où je vous parle là, il y a les feux tricolores qui sont à Lomé qui ne s'allument pas. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a des feux tricolores qui sont à Lomé qui ne s'allument pas. À tous les carrefours. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous voyez, le tunnel. Donc, il y a ceux qui passent dans le tunnel et qui sortent de l'autre côté et qui partent. C'est ça. C'est ça, les pays voisins. Pour ceux qui sont à Lomé et qui ne voyagent pas, et qui viennent du village direct Lomé là, et qui pensent que Lomé est quelque chose là. Ça, c'est seulement un des échangeurs d'Accra. Il y en a plein. Ça, nous sommes à témoin. Maintenant, nos voisins de l'Est, eux aussi, ils ont évolué dans les infrastructures. Nous sommes là, 60 ans après les indépendances, 66 ans. Rien du tout. Les universités, merci, les universités, on a eu du mal depuis 60 ans à construire 2 universités. L'université de Lomé, c'est une université dont le chantier ne finit jamais. L'université de Lomé a eu plus de 50 ans déjà. Le chantier n'est jamais fini. Une partie de l'université de Lomé est toujours une brousse. Et donc, de temps en temps, on décide, de façon hasardeuse, il n'y a même pas de planning en termes d'architecture, d'urbanisation, tout ça. On décide, on fait les agoras ici. Après, demain, on dit, on fait un amphi ici. Après, on dit, on construit un bâtiment de direction ici. Donc, il n'y a pas un planning. Et pourtant, c'est une université où il y a des intellectuels. Il doit y avoir des architectes, des urbanistes, des gens qui doivent avoir un plan qui est exécuté. Ça fait 50 ans qu'on construit l'université de Lomé. Mais ce n'est jamais terminé. C'est une université qui est toujours en construction. L'université de Lomé. Le professeur Kokoroko, quand il est passé, il a essayé de faire son mieux, il a clôturé. Avant, il n'y avait pas de clôture. Les gens venaient déféquer là, sur le campus. Les gens allaient chercher les déchets dans les puisards, ils venaient déverser ça sur le campus. C'est à l'époque, c'est nous qui avons manifesté pour faire arrêter ça. Quand les camions venaient déverser les déchets sur le campus, les étudiants sont dans les amphis, les gens sont au restaurant en train de manger, et puis vous voyez des camions qui arrivent sur le campus en train de déverser et les caca sur le campus. On a dû manifester là-bas pour interdire ça. Et ils sont partis vers Toblecop ou bien, je ne sais pas, vers Adjouba là-bas. Avant, c'était sur le campus qu'ils versaient les déchets. C'est pour ça que le maïs pousse beaucoup sur le campus. Quand vous arrivez vers le campus nord, là, le maïs pousse très bien. Comment appelle-t-on le tubercule, là, comment on appelle ça? Non, à côté. Le manioc. Le manioc pousse très bien au campus nord, poussait très bien parce que c'était un déversoir de caca, tout ça. Et donc, c'est là-bas qu'ils déversaient ça. C'est nous qui avons fait des grèves, protester pour faire arrêter ça. Donc, le campus là, il est toujours en construction, jamais terminé. Maintenant, on va à Kara inaugurer un bâtiment. Et on nous dit qu'on a inauguré un campus universitaire à Kara. Il faut quand même arrêter la pagaille. Voilà, Fort s'est rendu à Kara ce week-end, non, cette semaine, pour soi-disant inaugurer l'université de Kara. C'est comme ça qu'ils ont fait le programme. Ils disent qu'il est en train d'inaugurer l'université de Kara. Et puis quand vous voyez ça, vous voyez seulement 3 bâtiments qui sont en train de construire, qu'ils ont construits, qui n'est même pas terminé. Voilà. C'est 3 bâtiments, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 bâtiments, ou le 4e est ici, ou le 5e. Et on dit, oui, que le PC est parti inaugurer l'université de Kara. Ils ont fait un peu l'historique de l'université de Kara. Pour que vous voyez, voilà, c'est tout ça, c'est tous ceux qui sont partis inaugurer ça. Je ne sais même pas si normalement c'est un préfet qui devait faire ça, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait des affiches pour tromper les gens que oui, qui sont partis pour inaugurer l'université de Kara. Laissez les images comme ça. Et je vais commenter. Je sais pourquoi je vais commenter ça. Alors, l'université de Kara, on fait un peu l'histoire. En 99, je pense bien, quand on a humilié Yadema sur le campus, dans nos manifestations, quand on a crié sur Yadema sur le campus, c'était d'ailleurs la plus grande humiliation qu'il avait subie lors de son pouvoir, quand il est venu sur le campus. Ses conseillers, Yadema était très fâché
Ses conseillers lui ont dit, oui, il faut que tu crées une université à Kara. Il faut aller créer une université à Kara. C'est comme ça que Eyadema va poser la première pierre d'une université à Kara en 99, en présence du directeur général de l'UNESCO, Koichiro. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est le nom. Koichiro, c'est un japonais. Donc, le directeur général de l'UNESCO est arrivé au Togo. Et Eyadema l'a pris dans l'avion. Ils sont arrivés à Kara là-bas. Et puis, ils sont allés à Pia là-bas pour poser la première pierre de l'université de Kara. 99, hein? Ce n'est pas encore 2000. 99. 99. Entre-temps, pour que l'université soit effective, ils ont pris les locaux de l'ENI de Kara, l'école normale des instituteurs qui est à Kara Sud là-bas. C'est là où ils ont accueilli les premiers étudiants et ils ont récupéré les infrastructures, les salles de classe. La dernière fois, on a vu un des bâtiments qui ressemble à un magasin dans Sarthe là, que la présidente de l'université allait visiter là. Ça, c'est sur le campus de l'université de l'ENI, où on a essayé de mettre les étudiants dans les salles de classe qui ressemblent à des enclos et tout ça. Et on dit c'est l'université ça. Pendant ce temps, on disait que l'université là où ils ont posé la première pierre, donc ils appellent ça Campus Nord, est en chantier. Sauf que le chantier ne finissait jamais. En 2000, je ne sais pas combien, 2007, Ford va poser encore une deuxième pierre sur le même site. Sur le même site, Ford, et Yadim avait posé la première pierre. Ford vient encore poser une autre pierre. Vous voyez la supercherie? Et hier, ils nous font croire que c'est une université qu'on a inaugurée. Alors que c'est 2 ou 3 bâtiments, 4 bâtiments, c'est tout ça. Ça ne ressemble même pas à un lycée. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Donc, on dit bloc administratif et ils ont inauguré ça. Ils ont fait tellement du bruit. Et ce que vous voyez là, c'est un partenariat public-privé. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. C'est un partenariat public-privé. Donc, le Togo n'a pas les moyens de construire lui seul une université. Le Togo va chercher des ressources chez des partenaires pour construire une université et ces partenaires vont gérer l'université pendant des années. Donc, c'est une concession qu'ils sont en train de faire. Donc, ils vont chercher une organisation qui vient construire 5 bâtiments et on vient faire de la supercherie pour dire aux gens, oui, on a inauguré une université et on a dopé les images. Vous allez croire que c'est quelque chose qui se passe. Regardez bien l'université de ce bâtiment-là. On va regarder un peu le lycée professionnel Ebimpe de Côte d'Ivoire. Lycée professionnel. Vous allez comparer. Ça, c'est le lycée professionnel Ebimpe en Côte d'Ivoire, inauguré il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Lycée professionnel, hein? Le lycée Ebimpe, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un lycée, ça. Vous comparez le lycée à l'université de Kara. Ça, c'est un lycée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un lycée en Côte d'Ivoire. C'est un lycée. Ouais, le lycée. Ah. Même au Bénin, il y a des lycées qui sont comme ça. Au Ghana, c'est pareil. Vous voyez le lycée? Ça, c'est un lycée, ça. Et ce que vous avez vu là, les 5 bâtiments là, on présente ça comme une université. Ça, c'est un lycée professionnel. Lycée Nilekpon, Côte d'Ivoire. Le Ghana a aussi des infrastructures comme ça pour les lycées. Le Bénin, pareil. Le Togo. C'est-à-dire, je suis en train de vous démontrer le manque d'ambition de nos dirigeants. Des gens qui sont dans les petits trucs. Ils n'ont pas d'ambition pour ce pays. Ils sont dans le rafistolage, les petits trucs, le saupoudrage, la supercherie. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, ils ont fait ce truc-là pour faire croire qu'ils ont inauguré une université. Ça, c'est un lycée, ça. Dans un pays de la région. Le Ghana a des lycées de cette taille. Le Bénin aussi, pareil. Voilà le lycée de Bimpe. Lycée. Et vous voyez l'université de Kara. Vous faites la différence. Vous voyez ça? Et voilà l'université de Kara. Et ça, voilà le lycée Bimpe. Et vous allez voir l'université de Kara. Les voies pour aller à l'université, vous voyez ça? Les voies qu'ils ont tracées, ils les ont aménagées, toute la zone. Donc ça, c'est l'université de Kara, 5 bâtiments. Vous voyez ça?
Voilà. Ça, c'est à l'intérieur du lycée, ça. Le matériel. C'est un lycée professionnel. Vous voyez le Premier ministre? Ce n'est même pas Alassane Ouattara qui allait visiter, hein. C'est le Premier ministre qui est allé inaugurer. Vous voyez le matériel high-tech qu'ils ont dans le lycée, puisque c'est un lycée scientifique et professionnel. C'est un lycée professionnel. Vous voyez le matériel? Vous voyez le matériel? Quoi? N'effort d'université, l'intobe du Melekara. Matinti ganton tonton ne ba wonu a to de meto. Ba tunu les tucha nyawo nyawa no glombo be université le Kara na be ko nyawo nyawa be yo fort jabalo et wa tonton. Ne serait-ce que à Kara là-bas, il met les moyens et il construit une université high-tech en bonne et due forme pour qu'au moins quelqu'un puisse dire oh, il n'a pas fait ailleurs mais il a fait chez lui. Il a inauguré 5 bâtiments. C'est ça. C'est ça le truc de Kara, là, ils font du bruit. Maintenant, il parle de Dacha. Dacha aussi, c'est un partenariat. Je vais vous montrer les contrats du partenariat. Vous allez voir la fiche du partenariat. Voilà l'université de Dacha. C'est un partenariat. Ils sont allés chercher un réseau là qu'on appelle Envol. Voilà le partenariat. J'ai toute la documentation sur l'université de Dacha. C'est parce que c'est un partenariat. Et ce sont ces gens-là qui certainement aussi ont fait l'université de Kara parce que leur nom dans le partenariat aussi de l'université de Kara, c'est eux qui ont construit les 5 bâtiments là. Ce n'est pas l'argent qui est sorti du trésor. Et pourtant, le Togo a des ressources pour construire ces universités sur fonds propres, comme on le dit au Burkina. Le Togo a suffisamment de ressources pour construire ces universités sur fonds propres. On a du ciment, on a du fer, on a tout pour construire une université sur fonds propres. On a besoin de quoi pour construire une université? Du ciment, non? On a des sociétés de clinquers qui sont là, qui produisent du ciment. Pourquoi on ne peut pas trouver un accord pour construire? Donc, ça, c'est leur maquette de l'université comment appelle-t-on, de Dacha. Et on voit bien que c'est un partenariat avec une organisation, une société qui s'appelle Envol, hein, et qui a déjà fait des trucs dans les pays voisins. Et donc, ce n'est pas une construction sur des fonds de l'État togolais. C'est pour ça que le projet de Dacha, il avance un peu, parce que après cette convention-là, c'est tellement que cette organisation va se faire rembourser ou bien va gérer l'université pendant des années avant de le restituer à l'État togolais. Donc, c'est une autre manière d'endetter le pays. C'est une autre manière de créer une dette. Donc, j'ai toute la documentation sur l'université de Dacha et quand quelqu'un viendra vous dire que oui, on a construit l'université de Dacha, dites que ce n'est pas sur les fonds togolais, c'est une affaire de business. Hein? On ne sait pas le contrat qui lie vraiment cette organisation en vol avec Faure Gnassingbé et ses amis. Peut-être certainement qu'il y a des gains à gagner là-bas. Ensuite, on nous a dit ouais, qu'il y a eu... ah ouais, Kara aussi, c'est un vol. Oui, c'est un vol qui a fait Kara. C'est dans le document. Ce n'est pas des fonds togolais. Kara aussi, c'est un vol qui a fait les 5 bâtiments. Et c'est le même modèle. Donc, il y a la documentation. J'avais partagé ça avec nos amis d'Itremi là. Ouais. Ils ont tout la documentation. J'ai tout ça. C'est sur Internet, vous pouvez trouver. C'est facile à trouver. Donc, ils viennent, ils racontent des histoires aux gens. Vous voyez? Ensuite, les tracteurs agricoles. Si la technique peut me montrer les tracteurs qu'ils ont soi-disant inaugurés et qu'ils ont fait quoi là? Que mécanisation de l'agriculture. Voilà. Ça, c'est aussi une autre supercherie. Et je vais vous expliquer cette supercherie liée au tracteur. Aujourd'hui, le live ne va pas trop durer, on va finir tout à l'heure. Je vais vous expliquer la supercherie liée au tracteur. Il fut un moment, le Togo a signé une convention avec le groupe BKG, donc c'est le groupe de Ebomaf, et la BOAD, pour commander des tracteurs en Turquie. C'est des tracteurs turcs. Les tracteurs là, c'est la marque Atat, c'est turc. Et avant ça, ils ont demandé aux paysans, aux coopératives qui sont sur l'ensemble du territoire, de faire des démarches pour monter des projets pour qu'on puisse les aider à avoir des tracteurs. Donc, les coopératives paysannes sont allées voir des experts comptables, ils ont payé des frais et tout ça pour qu'on leur monte des projets. Et donc, les coopératives ont monté des projets et l'État a dit que c'est un crédit bail. Donc, il n'y aura pas de subvention sur les tracteurs, c'est un crédit bail, mais l'État est garant et caution. Donc, il suffit seulement que les paysans montent le projet avec comment appelle-t-on, les cabinets d'expertise, et quand le projet est validé par le ministère, on va leur fournir les tracteurs. Donc, les paysans, les organisations, les paysans et tout ça, les coopératives, se sont organisés. Chacun a dépensé les frais
pour aller voir des cabinets d'experts comptables et tout ça. On a monté les projets. Ils ont monté les projets. Et les projets ont été envoyés, comment appelle-t-on, à la direction de l'aménagement et de l'équipement agricole à Lomé. Donc, tous les projets ont été renvoyés là-bas. La direction de l'aménagement et de l'équipement agricole a renvoyé les projets aux directions régionales de l'agriculture et les paysans ont été appelés et les projets ont été validés. Une fois que les projets ont été validés, on a confié le dossier aux banques et la BOA dans certaines régions ont approché les paysans, sont allés sur les sites, voir les champs, les locaux des paysans, évaluer la production et tout ça. Et les paysans attendaient qu'on ramène les tracteurs pour leur donner. On fait venir les tracteurs. Ces tracteurs-là étaient là depuis 2 ans. Hein. On déploie les tracteurs dans les directions régionales et les tracteurs, depuis 1 an et demi, sont sous la pluie et le soleil. On demande finalement aux paysans de payer 6 millions pour un tracteur. Les paysans disent, mais vous ne nous avez pas dit qu'on doit payer 6 millions pour un tracteur. Vous nous avez dit de monter les dossiers, de prendre en charge le volet, les frais des dossiers, et que vous allez, une fois que les tracteurs seront là, vous allez mettre les tracteurs à notre disposition. Ils disent non, que la donne a changé, que chaque coopérative doit donner 6 millions pour avoir un tracteur. Et donc, les paysans n'ayant pas 6 millions, ne sont pas allés dans les directions régionales pour prendre les tracteurs. Donc, les tracteurs sont dans les directions régionales. Depuis 1 an et demi, sous la pluie et le soleil. Ça fait 1 an et demi que les tracteurs que vous voyez là sont sous la pluie et le soleil. Maintenant qu'ils ont monté leur supercherie d'inauguration de mécanisation à Tchitchao, tous les tracteurs qui sont dans la région des savanes et de la région des Kara, qui étaient dans les directions régionales, on les a ramenés à Tchitchao. On a passé un coup de peinture et on a mis ça là-bas ensemble et on a fait l'inauguration. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'il y a derrière cette histoire-là. C'est-à-dire, les tracteurs qu'ils ont laissés à l'abandon, que les paysans n'ont pas pu utiliser depuis 1 an et demi, parce qu'ils ont demandé à chaque coopérative de payer 6 millions. Et les paysans disent qu'ils n'ont pas d'argent. Les paysans sont allés dans les directions régionales. Les responsables régionaux de l'agriculture ont dit non, que les tracteurs là, que l'État a changé d'avis, il faut donner les 6 millions. Les tracteurs étaient abandonnés dans les directions régionales. Savane, Kara et, je sais pas, Centrale. Donc, quand le moment est venu de faire cette inauguration, ils ont remonté tous les tracteurs à Tchitchao. Ils ont passé les coups de peinture sur certains tracteurs qui sont en train de rouiller. C'est des tracteurs turcs. Et ils ont dit que oui, le Fonds Gnassingbé a lancé la mécanisation de l'agriculture à partir des tracteurs qu'on a mobilisés à Tchitchao. C'était des tracteurs qui étaient là depuis 1 an et demi dans la direction régionale. Les tracteurs de Palimé, c'est peut-être pareil. Donc, vous voyez la supercherie, ce qu'ils sont en train de faire avec le ministre de l'Agriculture qui est son beau-frère Bengbeni qui a été décoré. Vous voyez la supercherie. Donc, une fois qu'ils ont fait cette cérémonie-là, les tracteurs vont retourner dans les directions régionales et seront sous le soleil et sous la pluie. Pendant ce temps, les paysans, les coopératives ont besoin de tracteurs pour travailler. Quelle est la superficie du Togo? Qu'est-ce qui se passe au Togo pour que le Togo ne puisse pas acheter lui-même des tracteurs pour donner aux paysans? J'ai dit plusieurs fois dans ce pays qu'il y a un Togolais qui fabrique les tracteurs. Vrai ou faux? Il y a un Togolais qui fabrique des tracteurs, qui a même fait plusieurs fois l'expérience. Il y a des vidéos qui sont sur la toile. Il y a un Togolais qui s'appelle Logou, celui qui a fait Foufou Mix. Il fabrique des tracteurs. Pourquoi on ne peut pas dégager de l'argent sur le budget de l'agriculture pour que ce Togolais puisse fabriquer plus de tracteurs pour les paysans? Parce que les tracteurs que ce Togolais fabrique, c'est adapté à nos réalités. Ce Togolais s'appelle Logou. C'est lui qui a fait Foufou Mix. Et fabriqué des tracteurs. Les Kéolatendo amènent les Togo. Et là, on fabrique des tracteurs. Yo là, bébé là, on m'a sorti gagné, on a agrandi, il y a une usine, on a fabriqué des tracteurs, on a tout pour nos tracteurs. Ce Togolais qui fabrique les tracteurs là, l'ingénieur là, on peut lui adjoindre d'autres ingénieurs de l'ENSI ou des écoles professionnelles. On crée un grand espace, l'État leur donne des moyens pour fabriquer des tracteurs. Ils ne vont jamais le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en allant commander les tracteurs en Inde, c'est là où ils ont leur commission. En allant commander, je ne sais où, c'est là où ils ont leur commission. C'est là où ils débloquent le double de l'argent. Vous voyez ça? Il y a un Togolais qui fabrique des tracteurs. Monsieur Logou. C'est lui qui a créé Foufou Mix.
Pourquoi l'État ne peut pas promouvoir ce monsieur? Vous savez comment les gens sont devenus milliardaires en Europe ou aux États-Unis? C'est des gens qui ont fait des petites inventions et puis l'État leur a facilité des prêts, des financements dans les banques. C'est comme ça qu'on a créé des milliardaires en Europe. Maintenant, au Togo, depuis les indépendances, quels sont les milliardaires que l'État a aidé à créer dans tous les domaines? Disons par exemple le domaine des tracteurs. Il y a une expertise. Est-ce que l'État a accompagné ce monsieur pour que ce monsieur puisse aussi transmettre son savoir à d'autres personnes pour avoir des tracteurs adaptables aux réalités du Togo? Quand on a de la vision, c'est ça. Il y a des jeunes au Togo qui fabriquent des drones. Est-ce qu'on ne peut pas financer ces jeunes-là pour fabriquer plus de drones pour les besoins agricoles? Pour qu'il y ait plus de paysans qui utilisent les drones pour l'agriculture. Il y a des Togolais qui font dans je sais pas, dans la débrouillardise en termes de technologie. Mais ils ne vont pas le faire. Parce que l'argent là, quand ils vont donner à M. Logou va devenir millionnaire. Et quand il va devenir millionnaire, il sera un danger pour leur pouvoir. Donc, ils préfèrent aller donner cet argent aux Indiens. C'est comme ça qu'ils sont allés commander des tracteurs en Inde. Comment il s'appelait ce tracteur-là? Quoi, Maxon l'a fait? Les tracteurs qui étaient avec M. Kader, un gars qui a disparu, qui se retrouve aux États-Unis là. Ferguson Massé, c'est ça, merci. C'était les tracteurs qu'ils avaient commandés et ça a été un scandale terrible. Ce Kader a mouillé beaucoup de journalistes. Il a débloqué de l'argent pour mouiller les journalistes quand le scandale a éclaté, puisque j'avais dénoncé ça et ils avaient envoyé des gens pour tenter de nous faire taire, on les a renvoyés. Donc, ils avaient fabriqué et ils ont amené les tracteurs à Véti là-bas. Je ne sais pas, après le rond-point de Torti là, en allant vers Véti là, ils avaient stocké les tracteurs là-bas, Ferguson Massé. Ça a été un gros scandale. Ce Kader, il s'est fait beaucoup d'argent et après, il a taillé, il est maintenant aux États-Unis. Et ces tracteurs se sont révélés un échec total. Maintenant, c'est vers la Turquie qu'ils sont. C'est vers la Turquie qu'ils sont allés maintenant. Et ils trompent les paysans. Et chaque année, c'est le même jeu. C'est la même supercherie. C'est la même escroquerie. C'est une escroquerie. C'est la même escroquerie. Et l'État perd de l'argent dans les choses comme ça. Alors qu'il y a une expertise au Togo. Vous ne pouvez pas avoir une université qui est au Togo depuis 50 ans. L'École nationale d'ingénieurs. Vous avez un Togolais qui fabrique des tracteurs. Et vous ne pouvez pas mettre les intelligences ensemble. Vous mettez, au moins mettez 1 milliard à la disposition de M. Logou pour nous sortir une centaine de tracteurs. Mettez 1 milliard à la disposition de M. Logou. Et vous mettez auprès de M. Logou des ingénieurs du campus. Vous pouvez même nommer quelqu'un même qui soit le directeur de son centre pour superviser les travaux. Et vous dites à M. Logou, nous voulons 100 tracteurs. Nous mettons 1 milliard à ta disposition et nous voulons 100 tracteurs. Et au bout de 1 an, si M. Logou n'arrive pas à sortir les 100 tracteurs, l'État togolais peut dire, bon, on a essayé national, ça n'a pas marché, on va aller chercher les tracteurs à l'étranger. Mais comment est-ce que vous avez un Togolais qui fabrique des tracteurs, qui a l'expertise de la fabrication des tracteurs, et vous partez chercher des tracteurs en Inde, en Chine, en Turquie? Ça suit quelle logique? C'est quelle logique? Il y a quelle logique dans ça? L'État togolais peut dire, on va aller chercher une surface de un demi-hectare à Déticopé. On construit les entrepôts, on met toutes les machines, on dit à M. Logou, nous mettons à votre disposition les ingénieurs de l'ENSI, on nomme un directeur de votre centre, sortez-nous 100 tracteurs. On fait une première expérience. L'État met 1 milliard. Sortez-nous 100 tracteurs. Si M. Logou n'arrive pas à sortir les 100 tracteurs, alors l'État va dire, bon d'accord, on a fait une expérience qui n'a pas marché avec un national. On va aller chercher les tracteurs ailleurs. Mais les tracteurs de M. Logou sont sur Internet. Il a fait des exercices dans les champs. Dans les champs. Donc, voilà, l'histoire des tracteurs au Togo, c'est aussi une autre mafia, à l'image même du ministère de l'Agriculture. Puisque le ministère de l'Agriculture, c'est une mafia. La mafia des engrais, la mafia des intrants, la mafia des pesticides, la mafia des dons que le Japon envoie, la Chine envoie, on reconditionne les riz, on revend, et la mafia des tracteurs. Et c'est le ministère de l'Agriculture qui a engrangé le plus grand, c'est-à-dire les fonds les plus énormes pendant la gouvernance de Faure. Tous les
projets, PASA, Puniaza, PADAT, tout ça, tous ces projets, PNPR, tout ça, ça engloutit des milliards. À la fin, rien du tout. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire par rapport à tout ça. Donc, il n'y a aucune fierté à célébrer une quelconque indépendance qui n'existe pas. Pendant les 66 ans d'indépendance, la famille Gnassingbé n'a pas aidé des Togolais à devenir milliardaires. Vous allez voir, tous les secteurs de l'économie togolaise sont aujourd'hui dans les mains des gens extérieurs. Le secteur des importations alimentaires. Vous avez le groupe qui importe ça, c'est le groupe Champion. Avec le SAMES. Tout le secteur des importations alimentaires, c'est le groupe SAMES avec Champion qui a le contrôle de ces secteurs-là. Le secteur de l'importation du matériel scolaire, c'est Sotimes. Sotimes, ce n'est pas togolais. Ceux qui importent les cahiers, les livres, les bics, tout ce qui rentre dans le domaine de bureautique, c'est extérieur. C'est Sotimes. Le secteur du matériel de construction, c'est les gens qui sont à Civito là. Moi, j'oublie encore les noms. Le secteur du bâtiment, importation du matériel de bâtiment, tout ça là. Ceux qui sont à Civito là, je ne sais même plus comment vous les appelez. CCT. What? CCT, c'est eux. Tout ça ne peut jamais se passer sous Sylvanus Olympio. Donc, le secteur de l'importation alimentaire, c'est le groupe SAMES qui contrôle le Togo de Lomé jusqu'à Sekase. SAMES est champion. Le secteur des cahiers, des fournitures scolaires, c'est le groupe Sotimes. Le secteur du matériel bâtiment, c'est Watt, CCT. Le clinker, c'est les Indiens. Le phosphate, c'est les Israéliens. La bière, c'est les Français. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les routes, ce sont les sociétés étrangères. Finalement, quel Togolais, pendant 66 ans, nous avons fait millionnaires pendant la gouvernance de Gnassingbé, à part les voleurs de l'argent des caisses de l'État. À part ceux qui ont volé l'argent dans les caisses de l'État. Quels sont les Togolais qu'on peut citer aujourd'hui qu'on a fait un millionnaire? Je ne parle pas de milliardaire, millionnaire. Togo, tu es millionnaire, Fifi, millionnaire. Mais Gnassingbé, on a un millionnaire. À part Amoko Fidjoubega, ceux qui ont volé l'argent dans les caisses de l'État. Quel Togolais on peut dire que le gouvernement a accompagné sont devenus millionnaires? Nous, on a Benz qui étaient même des millionnaires, qui faisaient la fierté du Togo. Elles sont tous tombées avec l'incendie des marchés. Donc, le bilan de nos propres ressources, nos bilans de nos bijoux de famille, même les banques, on les a cédés aux étrangers. Toutes les banques sont dans les mains étrangères. Alors, quelle fierté nous avons aujourd'hui à fêter quoi que ce soit, où on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux. C'est le ministre des Affaires étrangères français qui est venu à Lomé pour inaugurer un bâtiment de rénovation au CHU Sylvanus et au CHU Campus. C'est eux qui font aussi pareil pour le CHU de Cara. C'est la France qui fait un don ou un prêt, je ne sais quoi. Les économiques savent la différence entre les termes. C'est la France qui fait un don. La France à qui Sylvanus avait refusé même de construire la France qui ne voulait pas qu'on construise le port autonome de Lomé. La France qui ne voulait pas tant. 66 ans après, c'est la France qui vient pour faire inaugurer un bâtiment annexe du CHU Campus et qui construit les bâtiments annexes du CHU de Cara. Ça n'a aucun sens. Donc, il n'y a aucune fierté demain à aller faire un défilé à la place de Lomé de là-bas avec des militaires qui montent leur treillis, qui tapent le sol avec leur godasse et puis chantent pour le Togo, nous serons là. Il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté demain à aller faire un défilé avec les danses, tout le monde est content, oui, on est indépendant, et puis les militaires ils prennent les fusils, marchent comme ça, ils font comme ça, pour le Togo, nous serons là. Ça n'a aucune fierté, rien du tout. Tout ça, c'est de la comédie. Parce que nous ne contrôlons rien dans notre pays. Nous ne contrôlons ni les ressources, on ne contrôle aucun secteur stratégique de notre pays. Aucun. Aucun. Donc, il n'y a aucune fierté demain à aller défiler et à se frapper la poitrine. À dire oui, nous serons là pour le Togo. Nous serons là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'aller faire ça tant qu'on ne va pas honorer la mémoire de Sylvanus. Ça n'a aucun sens. Tant que des gens comme Paul Haï, qui est l'un des plus grands plasticiens de toute l'histoire du Togo et même de l'Afrique de l'Ouest, ne sera pas honoré parce que
c'est un acteur majeur de l'indépendance du Togo. Ça n'aura aucun sens tant que Ferdinand Cognoé, le patronyme m'échappe un peu, qui est l'auteur de la marche républicaine, ne sera pas honoré avec un documentaire où on voit l'image de la personne. C'est celui-ci qui a inventé la marche républicaine qu'on va chanter demain. La marche républicaine. Combien de personnes connaissent le nom de celui qui a composé ça? Ça n'aura aucun sens tant que les frères Dossé, donc l'archevêque et son frère, qui ont composé l'hymne et la musique, ne seront pas honorés. Ça n'aura aucun sens tant que celui qui a fabriqué le drapeau ne sera pas honoré avec des places publiques, des rues et tout ça. Ça n'aura aucun sens tant que Bella Bello, sur la musique de laquelle on danse, tout le monde danse, ne sera pas honoré. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous fêtez l'indépendance sans rendre hommage aux acteurs majeurs de cette indépendance-là. Tous ceux qui ont apporté leur touche particulière pour cette indépendance-là. Ça n'a aucun sens. Donc, tout ce que vous allez faire demain là-bas, à votre place de défilé là, où Fort reste derrière les vitres blindées là, ça n'a rien, aucun sens. Nada, rien du tout. Rien du tout. Et donc, nous disons ces choses-là pour sensibiliser la jeunesse, pour que la jeunesse sache ceux qui ont précédé dans l'histoire, ceux qui ont fait ça, ceux qui sont les acteurs de cette indépendance qui a été bradée après. Parce que nous devons avoir en mémoire ces gens-là. Il n'y a même pas de musée, de place publique pour ces gens-là.